Bonjour Marcel. Bonjour. Un immense merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous qui n'était pas du tout ni prévue ni préparée. On va remettre un peu le contexte. Nous étions à Fontainebleau, ici chez vous ce matin, pour enregistrer Thierry Pommel. Et on a saisi l'opportunité de vous solliciter pour faire un podcast. Dans notre média, nous rencontrons des personnalités des sports équestres pour découvrir leur parcours, leur quotidien. Et s'il ne fallait citer qu'une seule personnalité dans ce sport, ce serait bien vous, je pense. Vous avez été champion olympique, entraîneur de plusieurs équipes nationales. Vous êtes le seul Français à avoir remporté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, si je ne me trompe pas. Vous êtes une légende de ce sport. Si, c'est vrai. Et pour commencer cette discussion, on aimerait bien que vous nous racontiez un peu votre histoire. Vos parents n'étaient pas du tout du milieu et vous avez quand même créé un empire ici à Bois-le-Roi. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes, Marcel ? Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez jeune, quand vous aviez une vingtaine d'années ? Et comment est-ce que vous avez réussi à vous construire dans le temps et à construire cet empire rosé ? C'est un mystère. Pour vous dire la vérité, je crois que c'est un mystère. Parce que à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, je ne pense pas du tout au concours épique. Mais pas du tout. Je n'ai jamais sauté une barre de ma vie. J'étais un passionné des chevaux. Mon père était marchand de bestiaux dans l'Ain, à Saint-Étienne-sur-Chalaronne exactement. Et j'étais toujours derrière les vaches, sur les champs de foire, tout gamin. Je sortais de l'école pour aller derrière les chevaux, les vaches, enfin bref. Et un jour, il m'a fait monter, mais j'avais aucune notion. Et j'ai monté en course dans la région de Mâcon, c'est-à-dire Châtillon-sur-Chalaronne, Villefranche-sur-Saône, Cluny, Charolles, tous ces coins-là. Et j'ai gagné, pas chaque fois, mais presque. J'avais un certain don. C'était les courses d'amateurs, qui sont devenues après Jean de Madrider. Mais c'était une passion. Et j'ai monté avec des cavaliers qui ont bien réussi après. Jean Sarrazin, qui a eu malheureusement un accident de voiture. Yann de Pomerol, qui montait en course avec moi. Plein d'autres cavaliers dans le coin là-bas. Et Damian, qui est devenu président de la SHF longtemps, on a monté ensemble. Je ne sais pas qu'on se voit, on en parle un petit peu, c'est sympa. Mais c'était après la guerre, bien sûr, mais c'était un peu de l'inconscience, je sais pas. J'ai l'impression, aujourd'hui je me dis, mais tu savais pas monter. Et je gagnais. Et j'avais 12 ans, et chaque fois que je gagnais une course, à l'époque, on mettait 2 kilos de plus. À la fin, j'ai monté à 80 kilos. J'en faisais 37. Vous voyez, je pouvais même pas porter le plomb. Enfin bref, c'est des histoires que je me souviens, que c'était très sympa. Et puis ensuite, je suis allé travailler à l'usine pendant presque 1 an et demi. Dans une usine où on fabriquait des chaises pliantes qui sont redevenues à la mode maintenant, avec les petites plaques de bois, des chaises de terrasse. J'ai travaillé 6 mois là-dedans, et à Toissay exactement. Ensuite, je suis parti travailler dans une usine où on fabriquait des aliments pour bovins. Et on a créé, ça s'appelait Assimil, près de Mâcon. Je me souviens, je dormais dans une espèce de petite cave, une ancienne cave. Il y avait des souris, il y avait des trucs. Mais vraiment, c'était. Mais à cette époque-là, aujourd'hui, ce serait impossible. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas au mal, pas du tout. Et j'ai travaillé 7-8 mois là-dedans. On fabriquait des aliments pour bovins. On a créé des aliments pour chiens, des poissons, je me souviens. Et chaque fois que je passe sur cette nationale, là, la Crèche-sur-Saône exactement, j'y pense chaque fois. Et je revois encore l'endroit où je dormais. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et ensuite, un jour, je dis à mon père, je veux monter à cheval. Je veux être dans les chevaux. Il m'a emmené dans une écurie de course à Moulins. Et ce monsieur, il a dit, oh là là, il va être grand, il a des grosses mains. Pourtant, je n'ai pas de grosses mains, mais bon, c'était... Bon, en gros, il m'a cassé, quoi. Donc, je me suis dit, oh, ben, ça c'est foutu. Il m'a dit, vous devriez aller dans le trot. Et je suis allé dans le trot, à la Guerche, dans le Cher. Et là, j'ai travaillé, j'ai beaucoup appris, là. J'ai appris à soigner les chevaux. Je suis tombé chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Guyon, qui était maniaque,
les banques de repos, mettre du grésil avant d'aller, lorsque les chevaux mangeaient pour éviter les mouches, tout. Vraiment, et je crois que j'apprenais assez vite de ce côté-là. Et là, j'ai observé, vraiment, c'est vraiment formidable. Et un jour, ce monsieur, il avait un cheval qui courait à Vincennes, le prix d'Amérique. Le cheval s'appelait Iskander F. Et il m'a dit, mon petit gars, tu vas venir avec moi et tu vas aller dans le vent avec le cheval. C'était un vent à une place derrière une voiture. Et à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, bien sûr. J'ai fait la Guerche, Vincennes, dans le vent, derrière, comme ça. Et tout s'est bien passé. On arrive, il n'y avait pas Gros Bois à l'époque. C'était Joinville-le-Pont. Et il m'a dit, bon, bah, on a mis le cheval dans le box, on l'a fait marcher, tout ce qu'on peut faire avant une course, quoi. Il courait le lendemain. Il m'a dit, tu vas dormir dans le box avec lui. Aujourd'hui, si vous demandez ça à un Belfournier, vous dites, moi, dormir dans le box? Non, non. J'ai dormi dans le box, avec une couverture. Et parce qu'ils avaient peur du dopage, ils avaient peur des tas de choses. C'est quand même le prix d'Amérique. Et le cheval a très bien couru. Il n'est pas dans le coup dans le prix d'Amérique. 15 jours après, il court le prix de France, il est deuxième. C'était un très bon cheval. Et je suis retourné donc à la Guerche, dans le vent. Et puis un jour, je dis à ce monsieur, écoutez, moi je veux monter. Je veux monter. Il m'a répondu, t'es un bon petit gars, je vais te trouver une place. Je connais une écurie à Fontainebleau, à Bois-le-Roi, chez le père Parot. Il y a de tout. Chaud de chasse, chaud de course, chaud de promenade, il y a de tout. Moi, je ne me renseigne même pas. Ben, ça m'intéresse. Ben, il me dit, il y a des courses à la Guerche le week-end prochain, je vous le présente. On est allé aux courses à la Guerche, c'était pas très loin d'où on était, et je vois un monsieur Parot, avec un chapeau, un air un peu sévère, un peu militaire comme ça. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Il me présente, il dit, bonjour mon petit gars, ça va? T'es courageux? Pas de problème. Il m'a dit, oui, pourquoi pas. Mais j'avais rien fait dans ma vie. Et là j'avais 20 ans. Si, gagner des courses d'amateurs, mais ça va pas loin. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était rien, quoi. Et il me dit, bon, moi, c'est bien, tu peux venir quand tu veux. Et j'avais une 4 chevaux. Et j'ai fait donc la Guerche, sans passer chez moi dans l'Ain, la Guerche ici, à Bois-le-Roi, en 4 chevaux. Et j'arrive ici, enfin où nous sommes là, dans l'ancien club, le club de M. Parot, père. Et je tombe sur Madame Parot, qui me dit, oh là là, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Moi j'aimais bien m'habiller propre, vous avez 20 ans, j'arrive, je me présente chez un patron. Aujourd'hui j'en ai rien à foutre, hein. Ils viennent comme ça, des choses comme ça, non. J'arrive vraiment propre, je crois même que j'avais une chemise blanche. Et elle me dit, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Madame Parot. Ah bon, mais je dis, vous savez, il nous faut quelqu'un. Non, ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est, je sais travailler. Et je reste là, et il n'y avait aucun patronnier qui voulait rester, parce que le père Parot était un homme extrêmement dur, militaire. Le matin, il fallait que la course soit balayée à 6h30, 7h du matin. Tout le monde prenait le petit déjeuner ensemble. On n'était pas nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient rester. Il était tellement dur. Enfin bref, moi je fais mon boulot, je travaille. Et Hubert Parot, qui lui montait un peu en concours, et on sympathise tous les deux. Il me fait monter, il me fait sauter des barres avec des show de club, avec ce que font les gens qui vont dans des clubs. Et puis quelque chose qui chassait à court, qui était pas mal. On faisait un peu sur l'obstacle, tout ça. Puis ça dure 2-3 ans. Et je passe mes examens, je n'avais rien, même pas le premier degré. Je passe mes examens, premier degré, c'était des degrés à l'époque. Deuxième degré, troisième degré. Ensuite, le troisième degré, j'ai passé à Paris, à l'SEP. Ensuite, j'ai passé le monitorat. Et après, j'étais instructeur d'office parce que j'étais entraîneur de l'équipe de France.
Enfin bon, ça c'est un petit peu ce que j'avais comme bagage. Et un jour, M. Parot se rend compte que je fricote avec sa fille. Ça vous fait rire. Et pour lui, c'était très strict, militaire. Sa fille, mariée avec un palefrenier, ça n'allait pas faire. Donc, il m'a cherché plus ou moins des noises, après il m'a viré. Et un jour, il rentre de promenade, il était en colère, oui, ça va, ouais. Donc, moi, j'ai laissé tomber mon sac de ponçage sur les pieds, je dis, tenez, et je m'en vais. Mais je ne sais même pas où je vais. Mais je quitte. Hubert Parot rentre de promenade, il dit à son père, comment? T'as viré Marcel? C'est pas possible. Si Marcel s'en va, j'en vais aussi. Et on est partis tous les deux, à l'Isle-Adam. L'Isle-Adam, ça s'appelle le château de Montrognon. Un propriétaire privé, M. Laplanche, qui était privé, qui avait une quinzaine de chevaux. Et c'était le beau-père de Marc Dequet. On va là tous les deux, lui il va comme cavalier puisqu'il montait déjà en concours, et moi je suis son second. Mais j'ai jamais monté en concours, je n'ai même pas d'autorisation de monter, j'ai rien. Et là j'ai 22, 23 ans, 23 ans. J'ai pas monté en concours. Et il me dit, on va aller en concours, débuter les chevaux à Pau. Rebelote, je vais à Pau en train. Paris-Tolbiac, les chevaux en train, toute la nuit, moi dans le wagon, avec les chevaux, c'est bon, 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 toute la nuit. Je suis arrivé à 6 heures du matin à Pau, il fallait emmener les chevaux, on était logé au Haras de Gélos, je me souviens de ça. Et Hubert, moi j'ai le groom, Hubert monte un premier cheval en concours, il tombe, il se fait mal à une épaule, luxer l'épaule, il est donc à l'hôpital, tout ça. Il me dit, il faut que tu montes mes chevaux. J'ai pas de veste, j'ai pas de pantalon de concours, j'ai pas d'autorisation de monter, j'ai rien. Je vous dis, j'ai 23 ans, 24 ans. Et pas de problème, il me prête sa veste, bien sûr, ça dépassait là-dedans. Et je monte les 4 ans. Les 4 ans, c'était l'année des N. Nageur, Narcisse, Nantua, Napolitaine. J'ai ça dans ma tête, c'est incroyable. Et je monte les 4 chevaux, je suis sans faute avec les 4 chevaux. Comme ça. Et après, arrive un monsieur, il dit, est-ce qu'il pourrait monter ma jument de 5 ans? Elle s'appelle Tyroline. Je la monte, et je suis sans faute, je suis au barrage. Et je suis entre Georges Calmont, ça vous dit rien, c'était des grands cavaliers de l'époque, Daniel Lamour, des gars qui montaient vraiment, c'était des gars à la mode, quoi. Et je suis entre les deux. Et Daniel Lamour me dit, mais où tu montes, toi? Ah, j'ai dit, non, je ne suis pas le ferronnier à l'Isle-Adam. Bon, c'est comme ça. Je remonte un autre cheval, je suis classé. Et ça a démarré comme ça. Je suis rentré ici après, j'en passe parce que sinon ça serait trop long à raconter. Je suis rentré à Bois-le-Roi, et pas Bois-le-Roi, à l'Isle-Adam. Et un jour, coïncidence, M. Parot vient chercher un cheval à l'Isle-Adam, enfin bref, et j'ai l'occasion de pouvoir lui parler. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Et je savais que personne ne voulait rester chez lui. Il était trop dur, il était vraiment très très dur au travail. Et par contre, un homme de cheval. Et il me dit, quand tu voudras, mon gars. Je me suis dit, tiens, l'hameçon mort. Comme je ne travaille pas, c'était le jour de congé le mardi, et j'avais toujours ma 4 chevaux. Je viens avec ma 4 chevaux, on est là-bas. Et il me reçoit, il était énervé, il était en train de faire ses chevaux, il faisait tout. C'est un homme de cheval incroyable. Et il m'a dit, tu as un petit moment, et ma future femme me voit passer, avec sa mère, il n'y en est pas, il est énervé, il n'y en est pas. Je me suis dit, dans la vie, il faut... Hein, c'est vrai que j'ai un caractère assez... Je suis, comment dirais-je, quand j'ai envie de quelque chose, je vais. Déterminé. C'est peut-être pas le culot. Non, non, je suis pas culotté, au contraire, je suis un peu timide. Je suis un peu timide, il y a beaucoup de gens, j'aime pas aller discuter. Non, non, je suis au contraire timide, mais j'ai la volonté. Là, je vais, on y va. Donc,
il était séparé avec son épouse, il m'emmène dans la maison à côté, mais énervé. Il me met au bout de la table, il me dit bon, de quoi il s'agit. Je lui dis, je voulais le voir parce que votre fille tape, quand j'ai dit la fille, elle tapait sur la table, il y avait 2 tasses sur la table qui ont sauté dans l'air d'ailleurs, il m'a dit, il est hors de question. Moi-même, je me suis dit, on ne peut pas s'entendre. Mais je voulais quand même la fille. Déterminé. Déterminé, ah oui, c'est un peu moi ça. Et après, discussion, tout s'est arrangé. Puis... Là, j'ai dû être très bon parce que j'ai calmé. Et après, à un point, il m'a dit tu vas dîner avec nous. J'ai même dormi là. Je suis reparti le lendemain matin. Vous voyez que tout était. Je pense que là, j'étais très diplomate. Parce que c'était pas évident. Quand je rentre à l'île là-dedans, Hubert Parot me dit alors. J'ai cru qu'il allait foutre sur la gueule. Il me dit non, je dis écoute, non, ça s'est bien passé. Je retourne travailler à Bois-le-Roi à partir dans 8 jours. Il dit non, arrête tes conneries. Je dis non, je te dis Hubert, je vais à Bois-le-Roi. Et je suis revenu à Bois-le-Roi. L'histoire est comme ça. Un an, et je monte, un an après, j'ai plein de propriétaires qui se mettent autour de moi. Et je débute en concours complet. Mon premier concours complet, c'était à Barbizon, chez Laure, Monsieur Laure. Il y avait un cross, on avait plein de machins qui étaient très sympas. Et j'y vais, moi j'aimais que tout soit bien impeccable. Et je monte un cheval, il s'appelait l'Oiseau Bleu. D'une propriétaire qui me l'avait prêté. Il avait bien en dressage, tout. Moi je vais pour la prise de dressage, je mets des bandes blanches, je connais rien, je ne connais pas le règlement, rien du tout. Et je croise Michel Roche, il me dit hé, petit gars, t'as pas droit aux bandes blanches. En dressage, c'est rien. Ah bon? Donc j'en ai mes bandes, mes 4 bandes, et j'ai fait ma reprise de dressage. Je crois que je suis 3e de la reprise. C'est du complet. Hein. Le lendemain, c'était le cross, après il y avait le routier, il y avait tout ça. Et puis le cross, j'étais assis dans le cours, bref. Après, j'ai eu un pur sang formidable qui s'appelait Kilt, qu'on m'avait confié. Et j'ai gagné des grosses séries. À l'époque, c'était les 3e séries. C'est un très bon cheval. Et ça, c'était dans les années 67. Les années 67. Et ce cheval, je l'ai mis en concours et j'ai gagné tout de suite. Ma première coupe, j'ai gagné, enfin, Kilt, il s'appelait. Et puis un jour, je vais dans un concours hippique. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais ça me sort comme ça. Je vais dans un concours à Château-Lavalière, avec un camion que j'avais aménagé moi-même, parce que je n'avais pas d'argent pour un vieux camion qu'on transportait des meubles à Paris. Il s'appelait Diderot Transport. Et il m'avait vendu ce camion d'occasion, parce que, ou à crédit, je ne sais plus comment. Et j'ai aménagé moi-même pour mettre des chevaux dedans. J'en étais 12. Et je vais dans un concours avec mes clients, parce qu'à l'époque, un amateur pouvait monter le cheval le matin, et moi je pouvais le monter l'après-midi, ou vice-versa. C'était le règlement, on avait les droits. J'arrive là, il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit ça vous intéresserait de monter mes chevaux? Bon, je réponds oui. Je ne me demande même pas qui c'est, je ne connais pas le monsieur. Et il me dit si vous voulez, je vais vous en donner 3 à monter. Je dis mais pourquoi vous ne les montez pas? Il m'a dit parce qu'à l'époque, avec vos gains, vous montiez de catégorie. Et il allait passer première catégorie. Et il était 2e. Donc il avait peur. Et lui, il montait son vieux cheval, un trotteur. Moi, je n'aimais pas beaucoup les trotteurs. Et il me donne ses chevaux à monter, il m'en donne 3. Je suis 1er, 2e du Grand Prix, au pied levé, comme ça. Il y avait un cheval dedans qui s'appelait Covadis. Il me dit, est-ce que vous pourriez monter dimanche prochain à Nantes? Je montais à Amiens l'après-midi, le soir je suis allé à Nantes. Je regagne le Grand Prix avec un autre cheval, qui s'appelait Sirocco. Et il me dit, est-ce que vous pouvez monter à Fontainebleau le week-end prochain? Oui. Je monte à Fontainebleau, je remonte Covadis et je gagne. À l'époque, ça s'appelait, c'est comme les 6 bars aujourd'hui, mais c'était puissance et adresse. Il y avait un Auxerre, un mur, ainsi de suite, et on finissait sur un spa. Et il passe 2,5 m. C'est un tout petit cheval, très sympa, je gagne.
Et arrive à l'époque le directeur technique qui s'appelle le colonel Boyer. Il vient me voir, il me dit non, petit gars, ça vous intéresserait d'aller à l'étranger un peu? J'ai dit oui, pourquoi pas. Il me dit si vous voulez, dans 15 jours, j'ai une place avec Aix-la-Chapelle. Je ne sais même pas où c'est, je ne sais pas ce que veut dire Aix-la-Chapelle. Franchement, je n'y connais rien. L'Hébreu. Heureusement, j'ai appris vite. Mais, et je vais avec Aix-la-Chapelle. Je me souviens, il y avait Jean-Pierre Loyola, Hubert Parot, le commandant Lefranc, et un monsieur qui était assez aisé financièrement, qui n'était pas le vrai professionnel, mais qui avait des très bons chevaux, Chanterelle, il s'appelait, et moi-même. Et j'ai couru ma première combination. Je montais une journée qui s'appelait Opérette, les larges, elle couvrait pas les larges, mais bon. Mais quand j'ai vu ce concours, c'était incroyable, c'était déjà 50 000 personnes. C'est de la folie. Peut-être pas 50 000, mais 40 000 sûr. C'était plein de craqués. Et à l'époque, c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Je me souviens de la combination, nous étions 21 nations. C'est différent après, ça s'est arrangé. Et je gagne 2 épreuves dans ce concours. CCO, avec mon pur sang qui s'appelait Kilt. J'allais très vite. J'ai fait un peu la révolution du chronomètre, il faut dire. J'avais monté un peu en course, tout ça, des verticaux à 50 mètres, moi je venais comme ça. Hein. Aujourd'hui, ils viennent comme ça. Non. Moi je rigole. Bon, c'était sympa. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, je me suis marié. Donc, ma femme avait 18 ans, moi j'en avais 25. Et toute ma carrière de concours, bien sûr, après je suis parti. Je me suis retrouvé à Mexico en 67 aux Jeux pré-olympiques. Mexico, c'était en altitude, c'était difficile pour les chevaux. On avait fait un stage à Font-Romeu de, je crois, de 4 ou 5 semaines, où là j'ai appris à connaître un peu tous les athlètes de haut niveau. C'était très sympa. Et puis je suis allé à Mexico en 68, avec Doriola, Jeanne Lefebvre et moi-même. On avait 4 chevaux formidables. J'avais donc Covadis, Jeanne Lefebvre montait Roquette, Doriola montait, il avait 2 chevaux, Pomone ou Nagir. Il a voulu monter Nagir et ça s'est pas bien passé. Et on est deuxième, on est médaille d'argent. Et c'était l'époque où on était à 3. Il paraît qu'on va revenir comme ça maintenant. Que 3 cavaliers. Moi je trouvais que c'était beaucoup mieux. Après on est passé à 4. Parce que 4, le grand public, c'est que maintenant on ne va plus dans le stade olympique. Mais à mon époque c'était le stade. C'est-à-dire que c'est 80 000 personnes qui vous regardent. Et dans les 80 000, il y a, on va dire 1% ou 2 qui connaissent le règlement de concours, même pas. C'est très long. Alors, vous sortez avec par exemple 20 points, vous êtes dans le coup, vous n'êtes plus dans le coup. Ils ne comprenaient rien, les gens. Et c'était que 3, et c'était très beau. Moi j'aimais bien. Et quand Doriola est rentré sur la piste, il avait droit à 6 fautes. Mais le parcours était énorme, c'était de la folie. Il avait droit à 6 fautes, il en fait 7. Il a une médaille d'argent, sinon il a une médaille d'or. Et voilà, c'est des belles histoires, c'est venu très vite. Je me suis marié, j'ai un garçon, un an après, Philippe, et 40 ans après, une médaille d'or. C'est pas beau ça? Très beau. C'est magnifique. Ouais. Vous avez dit quelque chose, ça m'interroge. Vous disiez que Hubert Parot était un homme de cheval. Le père, pardon. Le père Parot, pardon, était un homme de cheval. Ouais, C'est quoi pour vous être un homme de cheval? C'est un homme qui respecte les chevaux, qui sait les soigner, qui sait les travailler. Vous savez, dans ce d'un homme de cheval, c'est pas de le voir dans le box, il y a la connaissance, la morphologie, la façon dont il est fait, pour l'obstacle qui saute. J'ai appris tout ça. Et il y a des soins. C'est pas de lui mettre une selle, un filet et partir. C'est de l'amener. Pourquoi vous dites par exemple, pour moi, je me disais, tiens, demain je vais sauter mes chevaux. Ben, peut-être que mon cheval de tête, je ne le sautais pas. Sinon, il n'est pas bien, je ne le sens pas bien. On va atterrir sur le plat, gentiment, on verra demain. C'est ça la force d'un cavalier. C'est pas de dire, tiens, demain on saute.
Demain, on fait un stage. Peut-être c'est au détriment du cheval. Il a des jours où il aime travailler, il est comme nous. Hein. Et c'est au cavalier de le sentir. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et puis moi, j'aimais bien penser à la... J'aimais bien les chevaux un peu dans le sang. Des beaux chevaux, j'ai toujours eu des beaux chevaux. Et ce qui m'a sauvé, c'est que tous mes chevaux que j'ai montés, je les vendais. Ils étaient à des propriétaires. J'étais intéressé financièrement avec mes propriétaires. Il est passé dans mes mains, je crois, 14 ou 15 chevaux qui ont fait les Jeux Olympiques, que j'ai vendus. Voilà, c'est beau, c'est une preuve que mes choix n'étaient pas mauvais. Et puis que j'avais le commerce dans la peau par mon père, puisqu'il était marchand de bestiaux. C'est naturel, c'est pas. Le travail ne me faisait jamais peur, mais c'est pas une question qui fasse peur, c'est que ça se faisait naturellement. Voilà. Et vous vous êtes passionné par cet animal cheval alors que rien ne vous y destinait. Au final, vous n'étiez pas du tout d'une famille de cavaliers. Alors il y avait l'animal, le bovin dont vous nous avez parlé. Mais qu'est-ce qui a fait que le cheval vous a autant plu et passionné? Mon père était passionné par les chevaux. D'accord. Mon père était à cheval, il montait comme un bon soldat, on va dire. Et il a fait son service militaire, il a fait partie de la guerre à cheval. Il était, à un moment donné, il était l'ordonnance du général de Gaulle à cheval, en Allemagne, à Trèves, pendant l'occupation. Et tout ça, on a une famille de 7 enfants, je suis le seul. J'ai un frère qui est boucher, l'autre qui est coquetier. Coquetier, on tue des poulets dans l'un. Mes sœurs, il n'y en a aucune qui monte à cheval. Non, j'avais ça dans la peau, je ne sais pas. Vous avez donc évolué au plus haut niveau pendant des années. Vous avez parcouru le monde, de Mexico à Aix-la-Chapelle, vous avez gagné le Grand Prix à Montréal, vous avez été champion olympique. Vous avez fait toutes les plus grandes échéances des championnats aux Jeux Olympiques. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez fait le tour du sport de haut niveau, que vous aviez envie d'arrêter? Est-ce que ça a été un choix? Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est imposé à vous? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, j'ai l'impression que vous avez arrêté votre carrière assez tôt. J'ai arrêté assez tôt, c'était pas mon envie. J'avais de très bons clients, des gens formidables qui m'accompagnaient, des propriétaires de chevaux, ce qui est important. Il faut savoir s'entourer pour réussir. C'est pas de dire je sais. Hein. Ce que je savais, c'est que j'avais pas d'argent. Donc sans argent, on ne pouvait rien faire non plus. Après, c'est des paroles. Mais il fallait faire investir dans des bons chevaux, avoir des bons propriétaires, qui me faisaient entièrement confiance. Et je vendais leurs chevaux et gagnais de l'argent en même temps. Ça devenait un jeu, un petit peu. Et puis, j'ai fait à peu près une vingtaine d'années dans l'équipe première. Un jour, j'ai voulu compter un petit peu mes trophées, mais je me suis arrêté à 1000. Bon, mais c'est pas pour en faire une montagne, mais c'est vrai, j'ai gagné beaucoup. J'ai fait des concours où j'ai gagné toutes les épreuves. C'est comme ça. J'ai une anecdote d'ailleurs en Normandie. Je suis allé en Normandie, à Lison exactement. Et c'était organisé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Pignolet, qui était très gentil, qui montait en concours. Et moi, la Normandie, j'avais du mal parce que, comme je faisais beaucoup de business avec mes chevaux, les Normands, c'est toujours tel bien que oui, tel bien que non, ils ont toujours peur de ne pas vendre assez cher, ils ont toujours peur que vous gagnez de l'argent derrière. Moi, j'ai pas peur qu'on gagne de l'argent derrière moi, j'ai pas peur de faire investir dans des choses que j'aime, mais j'aime bien être de parole. Oui, c'est oui, non, c'est bon, on n'a pas plus. Ça, c'est moi. Je déteste tel bien que oui, tel bien que non. Et j'avais un propriétaire, M. Brunin, qui était propriétaire de Bayard de Maupas. Il me dit, ah Marcel, il faut qu'on aille absolument à Lison. Je dis, Paul, il s'appelait Paul. Malheureusement, il n'est plus avec nous, mais c'était un homme formidable. Je dis, j'ai pas envie d'aller en Normandie, j'ai pas envie. Parce que ça me sort par les yeux. Je suis pas de bonne humeur quand je vais là-bas, et je veux pas être bien dans ma peau. Non, faut que tu viennes. Puis je lui dis non. Et puis il insiste un peu, 8 jours après, je lui dis, bon écoutez, on y va, je vous préviens, ils vont pas gagner une seule épreuve, je vais toutes les gagner.
comme ça. Il me dit, c'est un peu prétentieux, Marcel. Je dis, non, je vous dis que peut-être pas toutes, mais j'en gagnais. Et on va en Normandie avec, je me souviens, on avait à peu près 6 chevaux dans le camion. Il y avait Jeanne Lefebvre, Pessoac, qui avait une licence nationale, tous les grands cavaliers là-bas, Navet, Lorraine, il y avait Éric Navet qui était junior à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est pas hier. Il avait 17 ans, avec Lorraine, il y avait de très bons jeunes cavaliers. Et j'arrive avec mes chevaux dans ce petit concours, dans un pré, je me souviens, à Lison. Je cours la première épreuve, je la gagne. Je cours la deuxième, je la gagne. Je cours la troisième, je la gagne. Le samedi. Jeanne Lefebvre me dit, t'es intouchable. Elle était toujours deuxième. J'écoute. J'ai dit que je ne laisserai pas une épreuve. C'est comme ça. Le lendemain matin, rebelote, je regagne. Je cours le Grand Prix, je gagne. Et la dernière épreuve, je ne cours pas, j'ai Jeanne Lefebvre, écoute, j'étais très ami avec elle. Je te la laisse, hein, je ne cours pas. Et elle a gagné l'autre épreuve. Pessoa m'a dit, il me disait, je ne peux pas vous suivre. Mais on allait vite, c'est l'envie, quoi. Bon, c'est une anecdote qui m'est arrivée. C'est pour vous dire que j'étais très gagneur, quoi. C'est comme ça. Et ensuite, j'avais beaucoup d'élèves qui montaient chez moi, beaucoup de filles que je faisais monter, que j'ai emmené au championnat d'Europe, que j'ai emmené au championnat du monde. J'avais beaucoup de filles. Et je choisissais leurs chevaux, et ça se passait bien. Ça se passait très bien. J'avais une cavalière qui s'appelait Patricia Pouzieux, et je lui avais donné un cheval pour... elle avait son cheval pour les juniors, elle avait gagné à Poitiers. Après, j'ai prêté mon pur sang pour faire les cavalières qu'elle a gagnées. J'avais un petit truc pour leur expliquer sans qu'elles soient stressées, vous voyez. Ce qui est important. Et il faut fuir les gens qui, dans le sport, il faut fuir les gens qui vous font du tort, du mal. Sinon, ça ne va pas. Et donc, la fédération, à l'époque, le directeur technique, c'était Philippe Jouy. C'était un très bon cavalier international à l'époque, qui avait de très bons chevaux. Et il me dit, Marcel, il faut que tu prennes le poste d'entraîneur de l'équipe de France. Je dis non, non. Parce que c'est plus comme maintenant l'entraîneur. Maintenant, ils sont plus sélectionneurs qu'entraîneurs. Moi, j'étais entraîneur, sélectionneur et tout, j'allais faire des stages partout. Mais j'étais tout seul. Alors, après, j'avais construit l'écurie fédérale à Fontainebleau. Parce qu'on n'avait plus de chevaux, il n'y avait plus rien. Plus de propriétaires, plus de chevaux, plus rien. Je me suis dit, il faut rassembler. Tout le monde allait, pour gagner sa vie, bien sûr, voir des chevaux. Mais ils ne travaillaient pas leurs chevaux, les cavaliers. J'avais des très bons jeunes cavaliers, Godignon, enfin, j'avais Balanda, mais il était déjà de ma génération, Gilles Bertrand Balanda, je ne sais pas, des Godignon, Navet, je n'ai plus les noms en tête, mais Michel Robert, Hubert Bourdi, c'est tous des cavaliers que j'avais avec moi. Et j'ai créé l'écurie fédérale à Fontainebleau en me disant, j'aurais un pôle de chevaux, d'une quinzaine de chevaux, groom, tout, et j'ai fait acheter quelques chevaux à la fédération, dont Flambeau, c'est moi qui l'avais fait acheter. Flambeau, Faoulou d'Escla, j'ai oublié les noms, enfin bref. Et ça marchait bien, et les gars venaient 2 fois par semaine. Comme ça, ils faisaient leur boulot dans leur club. Et moi, j'avais quelqu'un avec moi, j'avais Bianca Maria pour les travailler sur le plat, qui était un garçon assez méticuleux. Peut-être pas un grand compétiteur, mais un garçon, je pouvais lui faire confiance sur les chevaux sur le plat. Puis on allait en concours, un peu partout, bien sûr, j'en ai fait le tour du monde. Et l'équipe est bien revenue. Et après, j'ai eu une très bonne équipe pour les Jeux de Moscou, ils ont été bricotés. J'avais une équipe géniale. J'avais Galouvet, Flambeau, Idéal de la Haye avec Michel Robert, et Patrick Caron avec Éole. C'était mes 4 chevaux de tête. J'avais une bonne équipe pour gagner, puisqu'on a gagné les championnats du monde un an après en Irlande, à Dublin, avec la même équipe. C'est une fois, moi dans ma tête, il fallait toujours construire, avoir des chevaux. C'est pas tout d'avoir le cavalier qui vous raconte qu'il est le meilleur et le plus beau. Moi, il me fallait des couples. Et pour fabriquer des couples, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
lorsque j'avais... je jouais beaucoup sur les chevaux. J'ai juste l'intuition un peu des chevaux. L'année des J, j'avais dit, c'est l'année les J font les Jeux Olympiques. Japelou, Jiva, Jalisco, Juniperus, je t'adore, les J. Et tous ces chevaux ont fait les internationaux. Je les ai amenés en progression, en me disant c'est cela. Et quand vous avez la chance qu'ils sont dans les mains de bons cavaliers, c'est bien. J'avais plus de problèmes avec Japelou, parce que Japelou, Pierre Durand était entre deux. C'était pas facile. Prendre une gamine pour le week-end, alors c'est difficile de compter sur les jeux. Mais il fallait que ça se fasse. Le cheval était malin, il avait une telle qualité, j'adorais le cheval. Mais un peu malin pour le niveau où était Pierre Durand. Et la preuve, c'est qu'à force afin de persévérer, et il y avait l'aider. Donc, vous ne devez pas tromper du côté chaud. Hein. On pourrait rester là à discuter avec vous pendant des heures. Pendant une semaine. Je crois. Et on a envie quand même de balayer plusieurs sujets et on aimerait bien que vous nous parliez un peu de vos fils. Alors Philippe, qui, je ne me trompe pas, est champion olympique 42 ans après vous. Thierry Rosier, qui vient d'annoncer la fin de sa carrière de haut niveau. Et puis Gilles, qui lui n'a jamais fait carrière dans les chevaux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre relation avec vos trois fils ? Est-ce qu'il vous arrive encore de travailler avec eux, aux écuries, les chevaux, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux un peu avec votre œil de père ? Alors, quand vous êtes le père et que vos enfants montent avec vous, c'est très difficile à manager. Je suis toujours resté plus ou moins en retrait. Je les ai aidés beaucoup lorsqu'ils étaient juniors. Bien sûr, j'ai acheté des chevaux, je ramenais des chevaux, ils travaillaient sur le plat, tout gamin avec mon beau-père. Moi, j'étais jamais là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à mon époque, les CSIO duraient 12 jours. C'était sur 2 week-ends. On partait le vendredi, on revenait la semaine d'après. Et il y avait un jour de congé, avec sa chapelle, c'était 9 jours. Mixted de pareil, Rotterdam, enfin ouais. Et on était parti de sa maison très longtemps. Donc mon fils, je l'avais plus ou moins confié, j'avais un adjoint à la fédération, dans les jeunes qui s'occupait des juniors, et j'en confiais à mon fils. Le fils, j'aurais toujours acheté des chevaux assez faciles, pratiques, pour bien apprendre au début. Et puis, je vais vous dire, c'est dans les gènes, les enfants. Le boulanger, son fils, il est boulanger, le menuisier. Mon troisième fils, mon grand-père, le grand-père de ma femme, était menuisier, ébéniste. Et le frère de mon beau-père était ébéniste. Et mon fils, il adore le bois. Il est doué, c'est incroyable. Il vous fait des trucs, je me demande où il va chercher ça. Sans rien, c'est dans sa tête. Et ça ne s'invente pas. Et pour vous en faire le rapport avec le cheval c'est pareil. Il voyait faire, tout petit Philippe était avec moi, il me voyait faire, il regarde, c'est des gamins, ils observent. J'ai la chance qu'ils n'ont pas une morphologie trop importante, ce qui est important aussi. Ils ont gardé la morphologie de la famille un peu, et ça arrange bien les choses. C'est plus facile de faire des mariages avec les chevaux. Et comme moi j'aimais les chevaux dans le sang, ça correspondait bien avec mes enfants. Philippe, j'avais acheté Jiva pour moi à l'époque. Et lui, il était jeune, il avait 18 ans. Il était allé au jeu, je ne sais plus si c'était 18 ou 19 ans. C'est le premier jeu. C'est une bonne question. Là, vous nous posez une colle, mais on va se renseigner. C'était Los Angeles, le premier jeu de Philippe. Philippe a fait 4 fois les jeux. C'est beau dans une famille. Moi 3 fois, lui 4 fois. Après, je les ai fait en tant qu'entraîneur, bien sûr. Thierry, il avait fait les jeux méditerranéens. Oui, il avait gagné individuel et gagné par équipe. Et il y a eu un prélèvement sur les chevaux. À mon avis, aujourd'hui, on recherche davantage, mais il faut faire attention avec les aliments. Bien sûr qu'il y a des tricheurs. Il y aura toujours des tricheurs. Et pour moi, ces chevaux, il n'avait rien. C'est pas le genre, Thierry. C'est pas le genre à ça. Lui, c'est travailler ses chevaux, les voir au mieux. Après, il a eu des chevaux qui étaient pas mal. Des bons chevaux, des propriétaires qui l'ont suivi. Il avait une très bonne jument, là, mais
pour les 16 ans, ça devient difficile après. Et le propriétaire qui est formidable, Nyarkos, c'est super d'avoir des propriétaires qui vous suivent.